Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, le Club Paname, 6e édition, avec mes experts de d'habitude. Drayas, comment ça va? Ça va très bien, merci Jimmy, salut tout le monde. Basto, comment ça va? Très bien, bonjour à tous. Le sage avec nous, Olivier M, comment vas-tu? Ça va très très bien, bonjour à tous. Et un nouvel invité avec nous aujourd'hui, Ravi, comment ça va? Tout va bien content de faire partie de la petite bande. Eh ben on va commencer, on va faire un petit bilan des mois qui viennent de passer depuis le début de saison sur le PSG. Et ensuite on va faire un petit dossier sur la vidéo dans le football. Basto voulait vraiment faire ce dossier. Donc on va le faire, ça lui fait plaisir, ça va vous faire plaisir j'espère aussi. Et on est parti. Du coup, Basto, qu'est-ce que tu retiens toi des premiers mois de cette saison du Paris Saint-Germain? Déjà, de toute façon, le bilan chiffré est quasiment parfait, puisqu'on bat à peu près tous les records, mais c'est un peu normal en Ligue 1 du moins. En Ligue des Champions, on a fait 2 premiers matchs intéressants en 2 modes différents, avec une maîtrise totale contre le Celtic et avec un nouveau style qu'on a pu entreapercevoir contre Munich avec une adaptation qui vient du staff ou des joueurs, c'est à voir. Il faudra voir dans le long terme. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est cette variété nouvelle dans le jeu. C'est tout ce que tu as à nous dire sur ces 3 mois. On mois. fait pas les gros points et après, comme d'habitude. Ouais, oui, moi je voulais que tu développes. On va tous développer chacun et puis après on peut développer ligne par ligne, mais globalement c'était la chose la plus intéressante que j'ai retenue moi. Avec, j'avais dit l'année dernière que dans les gros matchs, notamment le 5-1 à Marseille, enfin, est-ce que Marseille est un gros match, ça c'est un autre débat, et que la finale de la Coupe de la Ligue et le match aller contre Barcelone, j'avais dit qu'on voyait les prémices de ce qu'on pourrait voir cette année, et c'est ce que j'ai l'impression de voir, avec un bon bloc, un bon pressing, une variété dans le jeu, donc avec ces phases de contre-attaque qui sont quasiment nouvelles, enfin qui sont confirmées par rapport à ce qu'on avait pu voir, avec un Silva qui s'est blessé malheureusement, mais qui joue de plus en plus haut, avec un milieu sans Matuidi, un nouveau milieu qui a l'air de jouer plus équilibré, plus en bloc, et avec cette fameuse triplette devant, qui n'a pas besoin de briller, enfin qui n'a pas besoin de briller, qui n'a pas besoin de plus que ça pour briller, ils savent le faire très bien tout seul. Non, globalement, on a pris du plaisir quasiment à tous les matchs qu'on a pu voir. Il y a eu ce match à Montpellier qui était une vraie purge, il faut le dire. Il y a eu un match aussi contre Saint-Etienne qui était pas du tout maîtrisé. Le reste des matchs était plutôt de très bon augure. Tu es satisfait? Je pense qu'on ne peut être que satisfait, même s'il y a des choses à redire. Olivier, tu es satisfait toi? Bien sûr, moi je partage le point de vue de Basto sur le résultat chiffré. Hein. C'est un début de championnat pratiquement sans faute. Je me suis déjà exprimé sur Montpellier, qui pour moi est un match à part et sur lequel on ne peut pas tirer beaucoup de leçons. Mais bon, j'ai des interrogations qui relaient un petit peu ce qui est sorti du mercato. On a fait un mercato absolument extraordinaire sur le plan offensif, qui était une ligne qui avait bien fonctionné la saison dernière, surtout en deuxième partie de saison, avec un trio Cavani, Draxler et Di Maria qui ne méritait pas de devenir un trio remplaçant. Or, 2 de ces grands joueurs sont des remplaçants aujourd'hui pour laisser place à 2 joueurs dont on espère et dont on est sûr, bien sûr, qu'ils vont être meilleurs. Et par contre, la deuxième interrogation, c'est l'affaiblissement, en tout cas sur le plan numérique, du milieu de terrain, puisque sont partis Blaise Matuidi et Krychowiak qui n'ont pas été remplacés. Et on voit donc que le centre de gravité de cette équipe s'est déplacé vers l'avant et que, pour le moment, le coach n'en prend pas note puisque il continue à aligner Nevariepur, le trio titulaire, qui, lorsque ces 3 joueurs sont disponibles, est toujours titularisé et il ne renouvelle la composition, notamment en introduisant des éléments offensifs, que lorsque un des 3 est sur le flanc. Et je pense que ça ne pourra pas durer, déjà parce que jamais 3 joueurs ne pourront tenir toute une saison. Et je pense que ça serait pourtant bien de préparer les solutions alternatives parce que cette alternance va nécessairement
s'exprimer à un moment ou à un autre. Donc je suis satisfait bien sûr des résultats chiffrés qui me semblent tenir essentiellement au fonctionnement extrêmement efficace des trois de devant, mais je suis également sur ma faim sur les leçons qu'on devrait tirer des difficultés qu'on a eues l'an dernier, en particulier contre les bus de Ligue 1, et on a vu que ça se reproduisait cette saison à Montpellier, et puis la nécessité de trouver d'autres solutions. L'effectif le permet, l'effectif y invite, mais je ne vois pas pour le moment de début de réalisation volontaire en tout cas. Je pense que les changements sont plus circonstanciels que véritablement volontaires, et ça m'inquiète un petit peu, pas tellement en Ligue 1, tellement on est au-dessus du niveau moyen, mais quand vont venir les matchs un petit peu plus difficiles, et notamment là où on attend le PSG, c'est-à-dire après les phases de poule, là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, et là il faudra avoir des solutions qui correspondent à cet effectif, à l'évolution de jeu que l'on veut, pour faire face à des équipes plus joueuses, pour faire face ou aussi à des équipes très regroupées qui contrent très bien, et j'aimerais que cette préparation se fasse un petit peu plus rapidement qu'elle ne se fait actuellement. Pour toi, le PSG a les éléments au milieu pour construire un milieu cohérent, ou alors ça passe obligatoirement par une recrue au milieu de terrain au mercato d'hiver ou à l'été prochain? Donc il y a deux façons de voir ce mercato du milieu. Je dirais il y a une façon volontaire. Voilà, on a noté un certain nombre de difficultés, notamment en jeu placé l'année dernière, et donc on a décidé de varier le milieu de terrain en cherchant à introduire dans ce milieu de terrain, même si le système A3 semble le système qui correspond le mieux à la fois à la triplette d'attaquants, mais aussi à l'historique de l'équipe. Donc, dans ce milieu A3, dont on peut garder la composition A3, l'intérêt d'avoir des joueurs qui sont plus polyvalents sur le plan offensif que sont Draxler et Di Maria me semble devoir être utilisé. Parce que Matuidi, on peut reprocher ce que l'on veut à Matuidi, mais il était l'élément, d'ailleurs, qui suivait le désir des deux entraîneurs qui se sont succédés, d'apporter un petit peu de dynamisme, de projection à ce milieu. Rabiot, qui je trouve a fait des progrès en ce début de saison, reste un élément beaucoup moins en projection, et ce milieu a à nouveau tendance à se reposer sur sa technique de passe, sur sa technique de conservation du ballon, et on retrouve moins de projection qu'on a pu en avoir. Or, au jour d'aujourd'hui, le ballon a besoin d'aller très vite vers l'avant, parce que c'est vers l'avant que sont nos forces. Il faut très vite donner le ballon aux trois de devant, dont on a vu qu'ils avaient une qualité technique, de combinaison, de variété. Et j'ai un petit peu peur que si on reste dans ce milieu qui est la solution éternellement privilégiée par Emery, on perde cet avantage-là. Donc, à mon avis, il n'y a pas forcément besoin de recruter un milieu supplémentaire. Et d'ailleurs, les contraintes du fair play financier le permettront-ils? Je crois qu'il y a surtout besoin de varier la composition au milieu en évitant de laisser sur le banc, qui serait vraiment un crève-cœur, deux éléments de la valeur de Draxler et de Di Maria. Et on a vu que poussé par la nécessité de remplacer, en tout cas numériquement, Thiago Motta, eh bien l'introduction de Draxler a quand même apporté beaucoup. Il a montré qu'il était capable de jouer dans un rôle de relayeur côté gauche, mais aussi d'être capable de se projeter beaucoup plus vite. Et on a retrouvé du dynamisme dans ce milieu. Donc je pense que c'est dans cet axe-là, plutôt que de renouveler encore l'effectif, de profiter des forces déjà présentes dans cet effectif. C'est là où moi je vois une des possibilités de solutions d'amélioration. Braias, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Olivier, et qu'est-ce que tu penses de ces mois de PSG? Je trouve qu'Olivier est quand même un peu en procès d'intention par rapport à Emery et le milieu à 3 désigné, à savoir Motta, Verratti, Rabiot. Quand on parle de la saison passée, c'est vraiment pas le seul milieu qui a été pratiqué, et même des fois quand il avait le choix, il a mine de rien fait pas mal de matchs en 4-2-3-1 sur la saison, et dans une proportion qui est pas si anodine que ça. C'était pas la majorité, mais c'était une proportion qui était pas si anodine que ça.
Et je trouve que justement, quand on regarde l'enseignement du dernier match, c'était quoi le dernier match avec Draxler en 8? C'était Bordeaux. C'est que justement, il n'y a vraiment pas eu que Draxler au milieu comme nouveauté. Il y a eu aussi le fait que Neymar redescendait. Et on s'est retrouvé très souvent avec 4 hommes au milieu. Parce que Neymar était en train de redescendre. Et ça a été la combinaison des deux. Qui pour moi a fait la différence. Parce que s'il y a bien une chose qu'on a appris du 4-3-3, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre d'un 4-3-3 une circulation de balle rapide vers l'avant. Ça fait 4 ans qu'on le sait maintenant. et il faut nécessairement, alors les années précédentes, c'était Ibra qui finissait par le faire à partir de la 50e. On n'avait pas le sentiment que c'était forcément des consignes du coach, parce qu'il finissait par le faire, parce qu'il était lassé, parce que la balle n'arrivait jamais. Mais là, par contre, Neymar, contre Bordeaux, alors on parle que d'un match, contre Bordeaux, le faisait dès la 3e minute, en fait. Dès la 3e minute, il apportait ce que Ibra a apporté dans les années précédentes. Je ne compare pas les joueurs, je compare le fait de redescendre au milieu. Après, je ne vais pas revenir sur le bilan comptable qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel. On a fait un match nul et sinon on n'a fait que des victoires, c'est ça? 10 victoires. 10 victoires, un nul, c'est monstrueux. Il y a eu effectivement des purges. Il y a cette interrogation du milieu. Alors, pour Draxler, par rapport à la dernière fois, après avoir revu le match, Draxler, il a été parfait en tout point, sauf au niveau des duels. Au niveau des duels, Draxler, c'est quand même une crevette. Dès qu'il y a un duel, au niveau des interceptions, il a été parfait. Enfin, il fait limite 2 interceptions qui mènent 2 buts. Je me souviens plus exactement parce que j'ai une mémoire catastrophique. Mais au niveau des duels, il a du mal. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'Emery a pris conscience, contrairement à Olivier, de la problématique de la staticité du milieu désigné Marco, Rabiot, Mota, avec en plus un Marco Verratti qui est vraiment sous forme. Et qu'il apportait quelque chose d'intéressant. Il faudrait presque faire un bilan de Marco Verratti sur cette première partie de saison, tant il a à la fois été pas bon et en même temps il a été dans les matchs où il n'y avait pas de solution un des rares milieux qui faisait des balles levées qui provoquaient des occasions comme cela. On a un Mota qui est en retour de forme, on a un Rabiot qui, moi j'ai du mal à le trouver en progrès. Je trouve qu'il est majoritairement décevant. Pas dans son rôle de relayeur pur, mais justement par son absence de projection. Mais j'ai l'impression qu'Emery a pris la mesure de ça et commence, alors c'est trop tôt pour l'affirmer, parce que pour l'instant on l'a vraiment vu sur un match, quoi qu'il y avait le match du Celtic avant qui brouillait les pistes, et ça aussi faut que j'en parle, mais a pris la mesure de ce milieu et commence à demander aux joueurs de proposer d'autres solutions, et donc il y a eu Draxler, mais j'insiste sur le match contre Bordeaux, au-delà de Draxler, il y a eu le rôle de Neymar au milieu qui a été très très présent dans cette zone de jeu. Ensuite de ça, Celtic, il y a énormément de choses à dire. C'est d'une certaine manière, on aurait presque pu dire que ce début de saison, alors pour l'instant, on n'a pas encore, c'est trop tôt pour faire un bilan du début de la saison, parce que ça se fait en décembre, mais on a des confirmations par rapport à la deuxième partie de saison dernière, où on avait une possession qui était beaucoup plus active. Mais il y a eu le match du Celtic où tout à coup on s'est aperçu, et pour moi la deuxième mi-temps a été vraiment plus notable que la première mi-temps, où la première mi-temps on a subi les événements, alors que la deuxième mi-temps... Munich, pas Celtic, Munich. Première mi-temps on a subi les événements, alors qu'en deuxième mi-temps on a choisi de les subir, c'était un choix, c'était clairement le cas. Et entre autres, grâce aux personnes qu'on a avant, on a vraiment rajouté une nouvelle corde à notre arc. Et contre des oppositions musclées, on a ça en fallback, en solution de repli. Si on ne peut pas forcément pratiquer la possession, si on ne peut pas forcément pratiquer la possession active de par les manquements du milieu, et ben à ce moment-là, on a la possibilité de peut-être un peu plus laisser la balle à l'adversaire et de vraiment jouer un petit peu, alors pas exactement comme l'Atlético, parce qu'on n'était pas en deuxième mi-temps contre Munich, on n'était pas organisé exactement de la même manière que l'Atlético, mais avec cette idée de l'Atlético de vraiment laisser la balle à l'adversaire et de faire très 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 mal dans des contres qui sont techniques et qui vont à une vitesse redoutable. Ravi, t'en penses quoi de tout ça? Alors, moi je trouve que effectivement au niveau des résultats c'est parfait, il n'y a rien à dire. Par rapport à l'année dernière, j'ai remarqué quelque chose, l'année dernière ou les années précédentes,
c'est le fait qu'on attaque les matchs à fond dès la première mi-temps. Alors qu'avant, c'était surtout à l'usure. On arrivait à partir de la 70e minute, on commençait à ouvrir le score et à creuser les écarts. Alors que là, on peut le faire dès maintenant, dès la première minute. Donc ça, c'est déjà intéressant. Concernant les recrues, ce sont toutes très bien acclimatées, que ce soit Neymar, Alves, Mbappé, Berchiche, dans une moindre mesure. Bon, on sait que Berchiche n'est pas un très grand joueur, donc, mais il est là. Et mais ça rejoignait ce que disait, je crois, Olivier dans un précédent podcast. Entre grands joueurs, forcément, la mayonnaise prend. Voilà. Effectivement, peut-être ce match à Montpellier, où Unai aurait pu faire tourner davantage au milieu de terrain. Donc dans ce match à Montpellier, pré-Ligue des Champions, il avait quand même pas mal fait tourner au niveau des latéraux. Je crois qu'il y avait deux ou trois ou quatre joueurs qui étaient pas titulaires d'habitude. Donc peut-être qu'il voulait aussi minimiser les risques. Mais c'est vrai qu'il pourrait de temps en temps davantage faire confiance à un Lo Celso ou à un Draxler dans le milieu à 3. Sinon, non, plutôt satisfait. Voilà. Si vous aviez, on va faire un petit tour de table. Je peux juste rebondir sur quelque chose que vient de dire Ravi. Ah oui, vas-y, bien sûr. Ouais, il y a un truc qui pour moi me semble vraiment derrière et qui est un progrès qui cette fois pour le coup, c'est qu'on n'arrête pas de jouer à partir du moment où on mène. Des fois, on a vu contre Bordeaux, il y avait un petit peu de désorganisation à partir du moment où il y a eu 3-0, c'est devenu par moments un petit peu aura football, etc., etc. Mais si on met un deuxième but à la 60e minute, on n'arrête plus de jouer, quoi. On continue de jouer. Et ça, c'est... Enfin, ça commençait déjà à être un peu plus le cas en deuxième partie de saison, mais là, je pense que c'est vraiment établi maintenant. C'est la première chose que les joueurs disaient à Emery l'année dernière, c'est par rapport à avant, ils nous demandent quand même d'un zéro de continuer à avoir vers le but adverse. Ça se voyait pas forcément, mais c'était une consigne établie. Et ça se voit cette saison. Si je peux me permettre, je voulais revenir rapidement sur le match de Montpellier, qui est spécifique, puis il faut bien un match qui soit vraiment moins bien que les autres. Mais et c'est le bémol qu'on pourra retrouver dans d'autres matchs de Ligue 1 ou peut-être de Coupe de France. C'est les attaquants vont pas faire le repli, en particulier Neymar et Mbappé. Forcément l'équipe sera coupée en deux et ça sera plus difficile. Oui, mais de toute façon c'était un match un peu spécial avec une pelouse bien pourrie. Je pense que c'est pas vraiment le besoin de s'y attarder. Pelouse pourrie, et comme le rappelait très bien Olivier, c'est un match pré-Ligue des Champions. Les matchs pré-Ligue des Champions, c'est toujours des matchs délicats. Les joueurs ont peur de se blesser, surtout sur une pelouse comme celle-là. Et oui, la pelouse était plus que pourrie, elle était honteuse. Le problème, plus que le repli, de toute façon, on en avait parlé, c'était les joueurs qui n'étaient pas sortis de leur fonction sur ce match-là. Et surtout au milieu, ça peut être problématique si Rabiot... Petit tour de table. Bastos, si tu devais donner une note sur 20 sur ce début de saison. Allez, on va donner un 16 sur 20. Dryas 15. Ravi 17. Olivier? Je peux pas donner de note sur ce début de saison. Parce que ça, vraiment, le problème du PSG aujourd'hui, son niveau est tel que dans cette première moitié de saison, il ne va rencontrer que des adversaires résignés, comme on l'a vu pour Bordeaux. Je trouve pas ça. La comparaison avec les adversaires résignés, pour moi, on avait vraiment des adversaires résignés contre la dernière année de Blanc. Là, c'était vraiment des adversaires résignés, mais on a vu plusieurs équipes. On sent qu'il y a une recherche sur comment contrer Paris. Alors après, il y a Bordeaux qui est venu. Voilà, mais il y a eu Montpellier, il y a eu d'autres clubs qui étaient vraiment moins. Le mot résigné me semble vraiment trop fort, Olivier. Quoi. Alors, je le rejoins parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont dit on est venu, on a regardé jouer Neymar, en mode on les regardait un peu jouer. Il y a plusieurs équipes qui ont dit ça. Comme c'était le cas avec Ibra oui, avant, je pense que... Je trouve qu'ils sont moins résignés que la dernière année de Blanc. Hein. La dernière année de Blanc, c'était vraiment criant, quoi. C'était horrible à regarder. Le résigné, c'est juste que... Excuse-moi, Olivier, de t'avoir interrompu, mais juste le résigné, le mot me semble très très fort, quoi. Oui, mais il faut pas avoir peur des mots forts. me semble fort par rapport à la situation. Et vraiment,
ce que je ressens moi quand je vois ce Paris qui est bon pour tout moi je suis l'entraîneur d'une équipe qui doit sauver en Ligue 1, une équipe qui va jouer le milieu de tableau. Je barre le match de Paris du programme et je dis aux joueurs, on va à l'extérieur, en tout cas au Parc des Princes. Et je dis aux joueurs, ce match-là, il est perdu. On y va pour pas prendre une valise, pour pas se blesser. Et puis notre championnat, c'est un autre championnat. Peut-être ils raisonneront un peu différemment face à leur public. Parce que au jour d'aujourd'hui, et c'est le petit bémol que je mets par rapport à l'évolution du jeu que je souhaiterais, au jour d'aujourd'hui, pour battre Paris, on connaît la recette. C'est pas parce qu'on connaît la recette qu'on réussit, mais on connaît la recette. Et la recette, c'est celle qu'ont utilisé tous les chauffeurs de bus de la Ligue 1, c'est-à-dire 2 lignes de défense, le cul dans les ronces, on attaque, on attaque les joueurs, les porteurs de ballon, on empêche de se retourner et de distribuer le jeu. Quand Bordeaux joue en étant à 3 mètres de chaque joueur, on sait forcément qu'ils vont prendre une valise et qu'ils n'étaient pas venus pour jouer le match de leur vie. Donc, malheureusement, pendant toute cette première moitié de saison, on va se trouver face à des équipes qui soit vont jouer le béton à fond et on aura quelques accidents, comme il y a eu l'accident de Montpellier avec les circonstances atténuantes qu'on a dites. Moi, j'étais au Celtic Park le jour où il y a un certain nombre d'années Paris a joué. Je n'ai pas reconnu en première mi-temps les joueurs du Celtic. Et d'ailleurs, le public n'a absolument pas réagi en première mi-temps en voyant ces joueurs regarder jouer le PSG. En deuxième mi-temps, ça... Cette thèse-là, elle est fatigante. C'est la thèse de Paris gagne, l'adversaire est faible, Paris perd, l'adversaire est fort. Non, d'ailleurs, sur ce match... Il y a bien des fois, on doit quand même attribuer quelques crédits à l'équipe de Paris, sans forcément, dès que Paris met une fessée, sans forcément dire que l'équipe adverse a tout fait pour que Paris lui mette une fessée, quoi. Il y a quand même... On peut dire des choses positives sur Paris, quoi. Pas terminé mon truc. Est-ce que j'ai dit ça? On peut pas enlever le mérite de Paris. Je trouve que Paris, face à des adversités comme celle-là, il a au moins le sérieux, le professionnalisme de jouer son jeu. J'ai jamais vu une fois, comme vous dites, quand on a marqué un but, Paris continue à attaquer. Paris joue son jeu. Il ne triche pas. Il n'essaye pas de s'économiser. Mais je trouve qu'en face, il y a, alors je reprends le mot résignation, très important. Le Celtic, c'était typique. En deuxième mi-temps, ça y est, ils ont joué Celtic. Le Celtic, comment il joue? Il vous rentre dans la moulure pendant tout le match. À ce moment-là, tu sens le public heureux qui vient les soutenir et chanter. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que dans ces premières phases, on va se retrouver face à des adversités où on pourra difficilement tirer des leçons. Et pour Emery, il pourra difficilement préparer l'avenir. L'avenir. Ouais, ce qui te fait peur, c'est février-mars, les adversités qui vont être plus costauds et on sera pas du tout prêt à les anticiper. Mais... C'est ce que je crains par rapport aux adversités qu'on rencontre aujourd'hui. C'est pour ça que le match finalement contre Munich a été très intéressant. Mais c'est parce pas qu'on c'est pas la même. Si on prend le Bayern Munich, en quoi la problématique pour le Bayern Munich est infiniment différente? En Espagne, c'est un peu différent. En Angleterre, c'est complètement différent. En Espagne, c'est à peine différent. Il y a 12 points dans la saison qui se jouent pas de cette manière-là, mais c'est à part pour le championnat anglais, je trouve que cette problématique, c'est une problématique qui se pose à chaque équipe qui domine de manière outrageuse son championnat. Et donc mais nous ne sommes pas vraiment habitués à ça. On ne l'a rencontré que la dernière année de Blanc, et vous avez tous insisté sur la résignation que vous avez trouvée des adversaires la dernière année de Blanc. Et on le trouve cette année, parce que quand tu vois que les Paris alignent Neymar et Mbappé, t'es pas particulièrement confiant dans tes chances de pouvoir affronter une armada comme celle-là. Donc nous, on découvre un petit peu ce type de résignation adverse qu'on avait complètement oublié l'année dernière, où les cartes avaient été rebattues et où, en plus, il y avait 2 équipes qui avaient un niveau et une chance dans l'exploitation de ce niveau qui nous ont posé de vrais problèmes. Monaco a pas encore montré qu'ils vont être décrochés. Hein. Oh bah Monaco, c'est quand même très très en dents de scie par rapport. Monaco a plus de points à la même époque que l'année dernière. 2 points de plus que l'année dernière à la même époque, Monaco. Championnat, hein.
Pas en championnat, Mais c'est pas en dents de scie en championnat. En Ligue des Champions, oui. Mais en championnat, ils sont toujours là, ils ont toujours la baraka. Les matchs qu'ils devraient perdre, ils continuent de les gagner. Quand ils se prennent un but, quand ils font un but, ils continuent de planter dans les 3-4 minutes qui suivent. Ça ressemble un petit peu en Ligue 1 au Monaco de l'année dernière, avec quelques forces en vivant moins, mais au niveau de l'état d'esprit, ça n'a pas des masses changé quand même. C'est Nice qui, effectivement, n'est pas au niveau, là, pour le coup. Quelques forces vivent en moins, tu es quand même très optimiste. Oui, non mais bien sûr, non mais je te parle de la manière avec laquelle l'équipe aborde les matchs de Ligue 1 et la manière avec laquelle l'équipe réagit aux différents événements qui peuvent se produire dans un match. Et à ce niveau-là, tu vois pas vraiment, quand tu regardes Monaco jouer en Ligue 1, tu vois pas vraiment de différence avec la saison passée, indépendamment du fait qu'ils aient perdu effectivement beaucoup de force. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas. En Ligue 1, ça se voit pas. Au jour d'aujourd'hui, je reprends cette expression peu française, mais que j'aime beaucoup, au jour d'aujourd'hui, les autres équipes vont se battre pour la deuxième place. Personne ne peut raisonnablement envisager que Paris ait quelque concurrence que ce soit pour la première place. Moi, je trouve que c'est prématuré pour dire ça. C'est très prématuré. On verra. Tu auras peut-être raison en décembre, mais j'en suis pas sûr. Qu'on peut revenir sur le sujet. Pour revenir sur le sujet, moi je mets juste un 17. On sait très bien que les débuts de saison c'est pas le plus important, que tout se passe en hiver. Mais au niveau du spectacle proposé par l'équipe, on est obligé de mettre une bonne note à ce début de saison. C'est obligatoire. On est dans les rouages du grand Barcelone de Pep. Donc voilà. Et pour parler du bilan et des matchs importants qui arrivent en février-mars, c'était notamment aussi un bilan du mercato, c'est que là on se retrouve avec Silva qui va peut-être être absent quelques semaines. Là c'est pas préjudiciable parce qu'on n'a plus que Munich et Monaco comme deux grands matchs jusqu'à la trêve. Mais si en février-mars on se retrouve avec cette situation d'un défenseur absent plusieurs semaines, il faudra prier. Hein, parce que derrière on n'a vraiment personne. On verra, de toute façon, on ne peut que prier. Du coup Olivier, une note, allez Olivier s'il te plaît. Je suis d'accord sur les gestes magnifiques qu'on a vus, les buts sortis d'ailleurs comme le coup franc de Neymar. Là, tu donnes 20 sur 20. Ce niveau-là, je crois qu'on l'a jamais vu, à la fois collectivement et individuellement dans le trio d'attaquants qu'on a. Donc rien que pour le trio d'attaquants que l'on a, t'es heureux de voir le match, t'es heureux de sortir de ton siège. Donc pour ça, je donne la note maximum. Et je pense c'est toi qui grogne le plus et puis au final c'est toi qui donne la note la plus haute. Oui, parce que je grogne pas, je m'inquiète. Tu sais, moi je suis un anxieux, j'ai toujours un peu peur de la... Mais je suis subjugué par la rapidité avec laquelle ces joueurs se sont trouvés, par la qualité individuelle et collective qu'ils ont. Et bon, ça me rappelle les équipes de gamins où on te disait tu files la balle à machin et puis tu vas voir, il va bien te sortir de là. On a l'impression qu'aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé à Munich, où vraiment on a subi, j'ai repris les chiffres, 36 centres alors qu'on en a fait 4, 18 corners alors qu'on a fait 1, on a subi mais de façon extrême, et malgré ça, on leur plante 3 buts mais supersoniques, avec 3 gars qui sont capables, avec 2-3, ils ont marqué quasiment sur les 3-4 ballons qu'ils ont eus. Ouais, qui sont bien lancés quand même. Ils sont très bien lancés, voilà. Mais enfin ils font le boulot. Hein. Ça bien sûr. Mais une contre-attaque superbe, c'est une relance qui permet de la faire. Et elles ont existé contre Munich. Et le score aurait pu être plus large contre Munich, mais on en a déjà parlé. Du coup, on va clore là-dessus. Ça m'a fait plaisir. Demande à Olivier une note pour le coach. Il y a un sujet que j'aurais aimé aborder à l'aune du bilan, si je peux, Jimmy. Non, on n'a pas le temps. Ah merde. Je voulais parler de Neymar. On aura le temps d'en reparler de Neymar. Il y a un pré-bilan à faire sur Neymar qui peut être intéressant, je trouve. Neymar qui a eu des périodes un petit peu plus individuelles, est-ce qu'il va justement mieux s'intégrer dans le collectif, comme ça semble se dessiner petit à petit, bon, ok, il y a plus le temps, tant pis. On verra, mais oui, de toute façon, pour l'instant, voilà. On va passer au sujet de la vidéo. Et tel un homme avec son chien enragé en laisse. Je me prépare à lâcher la laisse et à lâcher Basto. Oh. Basto attaque. Ravi aussi. Hein, attaque d'entrée, on va faire faut peut-être parler sujet par sujet pour que tout le monde se laisse parler, ou je fais déjà mon monologue et... Fais ton monologue et après on va déballer. Je vais pas faire mon monologue, je vais dire pourquoi déjà je suis absolument contre la vidéo qui pour moi est une petite mort du foot.
C'est pour plusieurs points. Déjà, ça s'attaque à l'essence même, du foot. Mais ça, je laisserai ce point-là à Seb. C'est son argument fétiche. Plus qu'un débat sur la vidéo, ça va être un débat sur la subjectivité qu'on va devoir faire, puisque la plupart des actions à juger sont subjectives. J'avais fait un test à la Coupe du Monde 2014. Sur chaque action litigieuse, j'avais demandé sur un petit questionnaire, pour vous, y a-t-il faute ou pas faute, penalty ou pas penalty? À chaque fois, c'était séparé quasiment en 50-50. La plupart des actions sont pas si nettes que ça, donc on en revient à un homme qui jugera des images qu'il voit. Donc pourquoi, dans ces cas-là, mettre la vidéo si l'arbitre ne peut pas le faire? En plus, la vidéo et les images mentent. On voit beaucoup plus des contacts qu'on va voir en direct peuvent être truqués quand on les regarde au ralenti. Et il y a tellement de choses à dire contre la vidéo. Même, et puis il y a une atteinte à l'émotion, c'est que même quand le cas est bon, j'ai vu un match de Serie A la semaine dernière, c'était la Juve marque, pendant 2 minutes les joueurs se congratulent, et finalement 2 minutes après on leur dit non, on revient. Effectivement il y a une faute 15 secondes avant, mais pendant 2 minutes, on laisse l'émotion aux gens, et finalement, hop, on la retire, on la prend en otage, ou on la met en sursis. Et ça me gêne beaucoup. Pour aller dans le sens de Basto, combien de fois en regardant des matchs, on a entendu les deux consultants ne pas être tout à fait d'accord en regardant les images de ralenti? Déjà, agissez là-dessus. Après, il y aura d'autres points. Ravi, je sais que tu veux réagir. On rappelle la règle, hein. Enfin, la règle. Les nouvelles règles qui ont été installées, c'est qu'on peut utiliser la vidéo pour un but marqué, un carton rouge, un penalty d'un joueur. Voilà. On peut rappeler, sauf que comment elle est appliquée? Mais c'est une boîte de Pandore, cette règle. Pardon, excuse-moi. Je dis comment la vidéo est appliquée. Pour le moment, c'est l'arbitre qui décide quand il l'utilise. Donc la vidéo, c'est un outil. C'est pas, il remplace pas l'arbitre. Ouais, c'est un unique outil qu'on met entre le décideur et celui qui est pas d'accord. On a eu le troisième arbitre. On remet ça. C'est pas pour aider l'arbitre. C'est juste un outil pour le show. Ça va devenir un show à côté du show qu'est le foot et ça va dénaturer ce sport. Pour un moment, en quoi la vidéo est censée. La vidéo est censée. Si vous êtes au courant, mais les arbitres l'utilisent déjà sans qu'on en parle à la télé. En plein de cas, ça a été. Il y a eu Zidane à la Coupe du Monde. Mais il y a juste. Parce que c'est fait en off. J'aimerais juste dire un tout petit truc. Ce que tu dis, les règles établies aujourd'hui, c'est une boîte de Pandore. En supposant que la vidéo, de manière complètement magique, et Basto a complètement raison, parce que la vidéo est tout aussi aléatoire que le jugement d'un arbitre, peut-être un peu moins, quoique c'est discutable, en admettant que la vidéo permette d'enlever toute incertitude sur donc les cartons rouges, les buts, les machins, les bidules, et tout à coup tu vas avoir cette faute... Mais c'est pas le but de la vidéo, c'est pas de... Laisse-moi finir. Et tout à coup tu vas avoir cette faute qui n'est pas dans les 4 règles que tu as spécifiées, mais il y a des gens qui vont dire ouais mais ça a influencé le fait parce que derrière il y a eu but, il y a eu machin, il y a eu truc, et donc au début tu vas commencer avec ces 4 règles, en fait tu ouvres une boîte de Pandore, tu commences avec ces 4 règles, et puis très vite tu vas en avoir 4 de plus, ça sera peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans t'en auras 8, et dans 20 ans t'en auras 30, et dans 50 ans, la vidéo sera en permanence en fait. C'est une boîte de Pandore que tu ouvres. C'est une boîte de Pandore. Ravi, dans le mot arbitre, tu as arbitraire. Et là, l'arbitre ne deviendrait pas un arbitre, il deviendrait un juge avec la vidéo. Dans ces cas-là, on va revenir à un débat sur la subjectivité. Une main, on fait comment maintenant? On change les règles avec les vidéos? On dit chaque main c'est penalty? Ou on laisse toujours la notion de subjectivité? Si on laisse la notion de subjectivité, on va perdre 3 minutes à regarder un truc pour que ça reste une notion de subjectivité. Donc on perdra 3 minutes pour rien. Alors, on peut répondre? Vas-y. Alors, en 1958, quand Pelé il soulève sa première Coupe du Monde, il joue à 11, il n'y a aucun remplacement, même si t'es blessé, t'es pas remplacé. Quand il y a eu les premiers remplacements, beaucoup ont critiqué cela, cette avancée. Aujourd'hui, est-ce qu'on critique le fait qu'on a 3 remplacements par match et maintenant un 4e en cas de blessure en prolongation? C'est beaucoup plus applicable un changement que la vidéo. La vidéo n'est pas applicable au football. Dites-moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit comment. À chaque fois qu'il y a des changements, il y a toujours une communauté de conservateurs qui vont forcément être pas d'accord. Ça t'ouvre un autre truc, mais il y a une différence immense entre la vidéo et le fait de faire rentrer 3 joueurs.
t'as un truc où, où tout à coup tu vas être assisté, qui implique de l'humain, alors que la vidéo a pour objectif, et Basto le dit très bien, hein, mais a pour objectif de ne pas appliquer de l'humain, à appliquer de l'objectif, l'objectif d'appliquer de l'objectif, c'est-à-dire que c'est du machinal. Tu peux pas comparer un changement de règle qui implique des ressorts humains avec un changement de règle qui implique des ressorts qui sont plus humains mais objectifs et machinaux. C'est incomparable pour moi. Pour te répondre, Ravi, pour moi il y a d'autres évolutions que le board veut faire. Par exemple un 4e changement en cas de prolongation, le carton orange ou une suspension. Ça pourquoi pas. Mais moi aussi, donc je suis pas contre le progrès, mais la vidéo n'a rien à voir pour moi avec ce que tu dis. La vidéo, il faut me dire comment tu vas l'appliquer. Tu ne peux pas l'appliquer dans le football, ça me paraît impossible. Et d'ailleurs, dans beaucoup de matchs, pour le moment, tous les problématiques qu'on pensait avoir, on les voit. C'est-à-dire, il y a un match, encore un match de la Juve en début d'année contre le Genoa. L'arbitre siffle penalty pour le Genoa après vidéo. Effectivement, il y a faute, sauf qu'il voit pas qu'au début de l'action, il y a un jeu. Basto, tu sais très bien que c'est un problème de compétence, c'est pas un problème de... Mais bien sûr que non, tu fais comment si tu dois remonter... Si tu siffles que la finalité et que tu remontes pas toute l'action. En soi, il a raison, c'est compétence. Tu règles une injustice... Tu règles une injustice sans régler l'injustice préalable. Il y aura toujours des cas où il y aura une exception. Eh ben donc, c'est pas une exception. L'exception, c'est quand la vidéo est bien appliquée pour le moment. C'est à chaque fois. En fait, si tu veux, à partir du moment où, par exemple, tu vas juger que là, il y a penalty, mais tu oublies de regarder qu'en fait, la touche qui amène la passe, elle n'était pas attribuée à cette équipe, mais a été attribuée à l'autre équipe. C'est-à-dire qu'en dans 80% des cas, avant une action litigieuse, il y a déjà une première action qui peut-être a un impact sur ce qui suit. C'est pas un cas exceptionnel. Ça sera dans 50% des cas. C'est très souvent une action est très rarement complètement isolée de tout ce qui a précédé. Et si on rajoute en plus le fait derrière que l'image est dans la moitié des cas subjectifs, on s'en sort plus. C'est-à-dire que dans 80% des actions, il y aura un problème. Alors, on l'a bien vu dernièrement avec la société qui s'occupe de ça en France. Et ceux qui travaillent dans cette société privée peuvent changer, modifier le... Là, tu parles de la technologie, c'est déjà différent de la vidéo. Mais c'est pareil, c'est une question de compétence. Non, parce que tu non, es en train de réduire... Le but pas but est objectif. Une image subjective n'a rien à voir. Ton argument, Ravi, c'est de dire la vidéo... Ton argument, Ravi, juste une chose. C'est juste qu'en 30 secondes, il peut avoir une image supplémentaire pour Ravi, juste une chose. Ton argument, c'est de dire la vidéo, c'est très bien, la technologie n'est peut-être pas encore au point. Ok ? Maintenant... C'est très bien, je dis que pour moi, ça se tente. De toute façon, ça va être comme ça. On ne pourra pas y échapper. Oui, ça, on est Les enjeux sont tellement énormes économiquement. Et je trouve aussi, juste un petit point, je pense que les grands clubs sont plutôt privilégiés. Ah, on t'a pas entendu là. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Je pense que les grands clubs européens sont plutôt privilégiés par l'arbitrage. Les arbitres protègent les grands joueurs. Ça, c'est un fait. Mais ça changera pas vu que c'est l'arbitre qui décide quand il l'utilise et il décide de pas l'utiliser. Si pendant 10 fois il va utiliser contre l'équipe A et il décide de jamais l'utiliser dans les situations litigieuses pour l'équipe B, en quoi c'est plus juste ? La vidéo, c'est censé régler les injustices et il y a rien qui va dans ce sens. Je pense qu'au contraire, à terme, la moindre faute sera jugée par vidéo et un joueur, si on prend par exemple un joueur comme Neymar, il lui suffira juste d'arrêter de simuler. Et les mecs ne pourront plus intervenir sur lui parce que s'ils essayent d'intervenir, ils feront faute et ils sauront que dans tous les cas, quoi qu'il advienne, ils seront rattrapés par la patrouille. Au contraire, ça favorisera pas du tout. Laisse-moi finir. Les plongeurs arrêteront de plonger justement. Et justement, ça va. Mais les plongeurs plongent. T'oublies. Tu regardes que la moitié de. Le jeu va plus vite. Donc Ravi, laisse finir les gens, sinon c'est inaudible. C'est incompréhensible. Arrêtez, j'ai envie Ravi, écoute les gens finir, ensuite tu dis. Non mais j'ai envie d'entendre l'avis du sage, le sage. Olivier, est-ce que le changement c'est maintenant ? L'arbitrage vidéo, il doit être fait entre Basto et Ravi ce soir. C'est n'importe quoi. Je pense que Ravi a un problème pour écouter quand même. Il faut qu'il fasse un petit effort. Non, Ravi a dit une chose très juste. Au jour d'aujourd'hui, le débat n'est pas d'être pour ou contre la vidéo, mais de reconnaître que c'est inévitable. Donc on va pas se cailler le mou pour dire je suis pour ou je suis contre. C'est inévitable pour plusieurs raisons. Les limites de l'arbitrage. On n'a pas cessé
de vouloir améliorer la décision de l'arbitre en multipliant le nombre d'arbitres. Les arbitres de ligne de fond, c'est de la rigolade. On n'a jamais vu un arbitre de ligne de fond, même quand ça se passe à 3 cm de son nez, intervenir dans quoi que ce soit. Les arbitres de touche, ils sont sans cesse contredits par l'arbitre central. Donc, les limites humaines de l'arbitrage, la vitesse à laquelle ça se passe, avec la perversité des joueurs d'aujourd'hui, on a atteint les limites humaines. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on passe son temps aujourd'hui, dans 80% des matchs, à discuter des fautes d'arbitrage. Je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie du 6-1. Quelle est la personne qui est dénoncée comme la responsable du 6-1 ? Moi, je dis Emery, mais vous dites c'est l'arbitre. Moi, je dis Emery en 1, les joueurs en 2 et l'arbitre en dernier. Moi, je dis c'est la presse, c'est Emery, c'est les joueurs. Et en dernier, l'arbitre. Stop, halte au feu. Je disais ça pour grossir un petit peu le trait. Mais au jour d'aujourd'hui, on avait l'arbitrage vidéo a posteriori pour juger l'arbitre. Ça se serait passé peut-être s'il savait qu'il y avait cette épée de Damoclès sur sa tête, ça se serait peut-être passé un peu différemment. Ensuite, le public vit à l'ère de la vidéo. Moi, j'ai vécu un des premiers matchs dans un stade où il y avait des moniteurs télé dans les coursives. Et j'ai été surpris de voir que le public, après qu'il y ait un but marqué, quitte son siège, se précipite dans les coursives pour revoir le ralenti. Parce qu'il lui manquait dans le stade cet élément indispensable du spectacle sportif qui est devenu la télévision et le ralenti. Et la télévision. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas discuter de l'intérêt ou pas de la vidéo parce qu'elle va être là. On peut discuter des difficultés d'utilisation d'aujourd'hui et des progrès inévitables qui vont être mis en place pour l'utiliser. Est-ce qu'on discute l'arbitrage vidéo en rugby? Jamais. Oui. Est-ce qu'on discute de plus en plus cette année? Bien sûr qu'on le discute en rugby. Au rugby, au début, c'était pour essai, pas essai. Comme au tennis, point par point, ou au but, la goal line, but, pas but. Oui. Là, il n'y avait pas de polémique. Quand ça a été généralisé à toute action de jeu, il y a eu énormément de polémique. En Bundesliga, on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. Non, Olivier, juste pour le rugby, tu avais raison jusqu'à l'année dernière. Cette année, il y a énormément de critiques parce que justement, on est sorti de juste la zone d'essai. Et du coup, c'est énormément critiqué, c'est critiqué même par les arbitres. Attention, il faut des limites, on est d'accord. Mais les limites sont impossibles parce que de toute façon, à partir du moment où tu mets en place l'arbitrage pour quelque chose, quelqu'un d'autre va dire ah oui mais ça aussi ça doit y être et ça finit par y être. Donc les limites sont impossibles, elles finissent toujours par exploser. J'aimerais réagir à ce que tu dis Olivier et aborder mon point si tu me le permets. Juste un truc. Juste un truc par rapport au rugby. Faut pas oublier aussi que le rugby comme le baseball ou le football américain sont des sports qui sont beaucoup plus arrêtés que le foot. Donc la vidéo a beaucoup plus sa place. Alors pour répondre à ça Basto. Attends, Ravi s'il te plaît. Oh putain. Vas-y. Un match de foot, c'est 90 minutes. Le temps de parole, Jérémy. Un match de foot, c'est 90 minutes. C'est pas 5 minutes ou 6 minutes de plus qui va dénaturer un match. Voilà, ça c'était juste une petite aparté. Si tu veux. Vas-y, Seb. Tu disais... Oh putain, faut que je retrouve mon fil. Déjà, il y a un problème dans ton discours, tu dis, Olivier, de toute façon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça va être le cas. Oui, c'est vrai, mais on peut quand même en parler et quand même exprimer nos craintes et nos réserves par rapport à ça. Et moi, j'aimerais me projeter dans un monde où l'arbitrage est parfait, pas l'arbitrage est parfait, mais où la vidéo résout tout. Dans un monde où il n'y a plus d'injustice. Il y a Woody Allen qui avait déclaré à propos d'une saison des New York Knicks, c'est un grand fan des Knicks, j'ai beau essayer d'écrire des scénarios, jamais je ne pourrais écrire un scénario avec la telle richesse que celle d'une saison régulière des Knicks. Pourquoi ? Parce que dans une saison, il y a tout. Il y a tout de la vie, il y a de l'humain, il y a de l'injustice, il y a de tout. Il y a un autre exemple qui pour moi est marquant, je ne sais plus exactement en quelle année, c'est une demi-finale entre Chelsea et Barcelone. C'est il y a quelques années et tous les gens qui ont vu ce match, alors dans 50 ans, tout le monde se souviendra, enfin personne ne s'en souviendra d'ailleurs, parce que je crois que Barcelone gagne derrière, donc tout le monde se souviendra que Barcelone a gagné cette année. Mais tout le monde se souviendra que d'une chose, c'est que Barcelone était passé. Mais tous les gens qui ont vu ce match ne se souviennent que d'une chose, c'est de Didier Drogba en plein écran face à la caméra qui est en train de dire « It's a fucking disgrace ».
tous les gens qui l'ont vu, même un mec comme moi qui a zéro mémoire se souvient de ça. Pourquoi ? Parce que ça a été un événement constituant. Et qu'est-ce qui s'est passé je ne sais plus si c'est l'année d'après ou 2 ans après, il y a eu un Chelsea-Barcelone. Et ce Chelsea-Barcelone n'avait pas le même goût, n'avait pas la même saveur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une injustice. L'injustice fait partie du spectacle. L'injustice est un élément constitutif du spectacle. L'injustice est un élément qui fait qu'on va suivre le spectacle, qu'on va se passionner pour une équipe, qu'on va avoir des ennemis, qu'on va avoir « Ah, cette équipe, cette fois, il faut la battre !» Pourquoi ? Parce qu'il faut réparer une injustice. Moi, après un match, notamment après Barcelone, alors le match Barcelone, c'est vraiment un mauvais exemple parce que l'arbitre, ça m'était pas du tout apparu pendant le match. Je m'en suis rendu compte après en voyant les ralentis, mais il y a des matchs où on a été volé. Il y a des matchs où on a été volé et j'en ai eu conscience. Et j'ai pesté contre l'arbitrage comme c'est pas permis. Mais le fait de pester contre l'arbitrage, ça fait que ça me passionne aussi pour mon club. Tu parlais à juste titre de ce besoin de voir si le joueur a triché ou si le joueur a pas triché. De besoin de voir s'il y avait faute ou s'il y avait pas faute. De besoin de nous-mêmes être juges et de dire « Ah, mais on aurait jugé différemment. » Mais tout ça participe. Sont des éléments constitutionnels de la passion qu'on peut avoir pour suivre une équipe, du spectacle que va être. Et si on arrive à un truc où tout à coup la notion d'injustice n'existe plus, on ne fait qu'une seule chose, c'est qu'on enlève la composante humaine du spectacle et on enlève une capacité. Tu penses, que les Italiens n'ont pas eu une grosse passion, une grosse ferveur quand ils ont battu la France en Coupe du Monde après l'utilisation de la vidéo? Tu parles de l'expulsion de Zidane où l'arbitre a regardé l'écran. Si, peut-être, si. Mais sur une saison régulière, non. Le jour où t'as plus aucune injustice, non, je suis désolé. Le jour où la notion même de l'injustice disparaît, le spectacle perd infiniment de son intérêt. Mais c'est très contradictoire avec ce que tu disais avant en disant que la vidéo comporte une part d'aléa comparable à celle du jugement humain. Ah, c'est ce que Basto disait. Non mais si on parle les uns sur les autres, c'est pas possible de s'entendre. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu trop important et c'est devenu trop normal dans la vie des gens, dans la vie du spectateur, que il y ait un jugement qui soit autre que le jugement humain. Moi, je n'ai pas votre vision romantique des choses. Mon Dieu, quelle est belle la défaite. Oui, l'injustice va souder le club. Non, moi, c'est pas comme ça que je ressens les choses. Et si j'ai le souvenir d'une chose plutôt sur un mode d'écœurement, c'est la main de Dieu de Maradona et l'attitude tout à fait méprisable et suffisante de ce garçon qui a baisé la terre entière et qui s'en glorifie. Ça ne doit pas exister sur un terrain de football. Oui, bah, si, il faut quand même qu'il y ait. Le foot est un sport de méchants et de garces, ça ne changera pas. Ça ne doit pas changer. Non. Ça ne doit absolument pas changer. Tout le panel d'émotions doit exister dans le football. Et mais l'injustice n'est pas une fatalité. Elle ne doit pas être une émotion. Au début de l'histoire du foot, ça n'existait pas. Si tu vires le pire dans toute chose, si tu vires le pire, t'atténues le meilleur. Mais crois-moi, il y a d'autres causes de pire dans le foot que ça. Non, mais si tu vires ce qui vire, parce que si tu enlèves dans toute chose, quand t'enlèves le bas, tu retires le haut. D'ailleurs, la plupart des joueurs sont plutôt contre la vidéo. Je pense au Modric. Non, mais la plupart des grands joueurs, ceux qui sont pour, c'est Grégory Coupet. Après un match où ils ont subi une injustice. Ah non, pas du tout. Modric n'a subi aucune injustice. Modric n'a subi aucune injustice au Mondial des clubs quand le Real la gagne. Il dit que c'est une catastrophe. Tous les grands joueurs, les anciens grands joueurs sont contre. Cruyff était archi contre. Attends. C'est une chose. Je rappelle qu'une conférence de presse d'un coach qui vient d'être battu commence par « Je ne veux pas parler de l'arbitrage ce soir ». Voilà. C'est globalement tous les grands acteurs du foot demandent l'arbitrage. Ça fait partie du folklore ce que tu. C'est les joueurs de Ligue 1 de bas tableau. Les grands joueurs ne demandent pas la vidéo. Sinon, on n'aurait même pas le débat. Les grands joueurs parlent de sentiments quand ils parlent de foot. Tous. Oui, mais ça n'empêche pas le sentiment. Pourquoi ça empêcherait le sentiment ? Un joueur comme Torres a dit. L'Atlético, c'est pas un club, c'est un mode de vie. Et dans la vie, tu as tout. Et tu as automatiquement les injustices. Et tu peux pas les enlever. Mais on peut les atténuer. T'aseptises le football dans ces cas-là. Non, mais on a les capacités techniques de les atténuer. Ça n'apporte rien de plus que d'aider l'arbitre à avoir un jugement
plus réaliste. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Ça n'empêchera rien à la dramaturgie. Mais du plus match. réaliste en quoi? Les trois Absolument quarts des actions sont subjectives une nouvelle fois. Mais non, le penalty, si tu vois si le... Mais non, c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes, tu demandes à 10 personnes. personnes, il y en a 6 qui vont dire OK, même le penalty soi-disant Même le penalty soi-disant à Montpellier. Le penalty soi-disant par exemple sur Cavani à Montpellier, je suis sûr qu'il y a des arbitres qui te disent après vidéo qu'il n'y a pas penalty. Il y a autre chose, regardons justement, reprenons l'exemple du rugby qui dans un premier temps a fait l'arbitrage pour la zone d'essai. L'arbitrage n'était invoqué que pour la zone d'essai. Cette année, l'arbitrage est utilisé pour plein d'autres situations. Ce que je veux dire par là, il faut pas oublier, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'au début, on va dire que les pénaltys, puis après, ça sera les pénaltys, puis ça sera en fait les coups francs qui sont aux abords des 25 mètres. Puis ça sera. Ça ne fera que aller dans ce sens-là. Se dire qu'on fixe un cadre, et que ce cadre n'évolue pas, c'est une illusion et une grande naïveté. À partir du moment où on dit qu'on met la vidéo, à partir du moment où on la met en place, ça évoluera, et ça évoluera a priori vers plus de vidéos. C'est ce qui se voit à peu près partout. Mais écoute, c'est une évolution, on la verra pour le moment. Ah, Olivier ? Et uniquement à la demande de l'arbitre. On est quand même le facteur qui n'a pas suivi l'évolution du foot aujourd'hui, c'est l'arbitrage. Pour des raisons de limite humaine par rapport à tout ça. Tout ce qu'on peut faire pour aider la décision de l'arbitre va dans le sens d'une meilleure compréhension du football par les spectateurs. OK, mais bon, là, c'est pas un autre sujet, mais Ravi parlait de la technologie. On a appris que c'était l'arbitre qui déjugeait la technologie, qui sonnait n'importe comment. Donc, c'est l'arbitre qui se retrouve à être l'assistant de la technologie, alors que c'est censé être le contraire. Et tu parles d'aide à l'arbitrage. Oui. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. C'est évident. Il y a aussi autre chose de formidable dans ce que tu dis, Olivier. Tu viens de dire textuellement, c'est l'arbitre qui décide quand est-ce qu'on fait appel à la vidéo. Et ben il va y avoir des scandales sur il va y avoir des scandales et des injustices sur mais pourquoi est-ce qu'il l'a pas appelé à ce moment-là. Et tous ceux qui seront pas d'accord sur une action parce que cette action est subjective vont dire même avec la vidéo après l'avoir vue l'arbitre nous la met. Et donc les débats seront encore plus... Vous allez garder cette part d'injustice que vous réclamez, c'est formidable. Non, parce que la part d'injustice, ça se dépasse. Et ce qui va se passer en conclusion de ça, tu vois, par exemple, sur le fait que l'arbitre choisit quand est-ce qu'il va faire une vidéo, la part d'injustice qu'il va y avoir, qui va résulter de ça, aura pour impact que l'arbitre ne choisira plus quand est-ce qu'il y aura vidéo. Il y aura automatiquement vidéo à partir de situations concernées. Et puis, une fois qu'on passera à ça, c'est le fameux truc de la boîte de Pandore. Tu commences, tu ouvres le truc. Comme je disais, on va changer les règles. On va dire toutes les mains dans la surface. C'est penalty. C'est le foot va devenir un truc où tout à coup tout sera scruté, ça sera scruté par informatique, ça sera l'informatique qui décidera s'il y a faute ou s'il y a pas faute. Et à ce moment-là, la notion de faute, la notion même de faute, alors Dieu sait que putain, il y a des fautes intelligentes, il y a des fautes bien faites. La faute, ça fait partie d'un bagage technique d'un joueur. Prenons Thiago Motta. Chez Thiago Motta, la faute est une qualité technique chez ce joueur. Et ben ça disparaîtra complètement parce que la vidéo prévalera. Pour en revenir à ce que dit Olivier, juste, est-ce que je peux me permettre quelque chose? Là, je vous interromps juste une seconde, Basto. Est-ce que tu as écouté l'after-foot cette semaine où il y avait une dame qui venait parler, qui a travaillé pour la vidéo dans le foot, notamment dans la Gunlight Technology? C'est la technologie, c'était pas la vidéo. Encore une fois, c'est quand même un sujet qui est un peu différent, mais oui, c'était hallucinant ce qu'elle disait. Oui, est-ce que tu peux résumer pour ceux qui n'auraient pas écouté l'after-foot et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux résumer en gros ce qu'elle a dit? Parce que moi, ça m'a quand même assez marqué. Bah alors cette dame-là qui travaille donc pendant un match, ceux qui travaillent sur la goal line sont dans un espèce d'hangar à côté du stade pour travailler là-dessus. Et elle disait qu'il y avait énormément de bugs de la technologie et que les humains qui gèrent ça pouvaient la contourner à chaque fois, tous comme ils voulaient. Ils pouvaient contourner la vérité de la technologie. Donc si c'est censé être une aide, c'est les humains qui la détournent. Et pour le système de recrutement aussi, c'était assez hallucinant ce qu'elle disait. Comment elle a été recrutée pour travailler là-dedans. On lui a demandé 2 choses. Est-ce que vous aimez le foot et est-ce que vous savez jouer à FIFA? C'est magnifique. Ça, c'est une question de compétence. Ah oui, mais le football n'est pas compétent, le board n'est pas compétent, Infantino n'est pas compétent. On va se retrouver avec la vidéo. Et tu le sais très bien. Quelque chose par rapport à la FIFA et par rapport à la vidéo. Il y a aussi d'autres règles qui ont été faites. Comme quoi, ceux qui travaillent à la FIFA, ils sont pas toujours... les yeux. Olivier, c'est pas toujours des personnes qui connaissent pas le foot. Ouais. Une règle qui a été faite depuis l'Euro 2016,
Si le gardien ou un défenseur dans la surface essaie d'aller au ballon, qui n'a rien à voir avec la vidéo. Si le gardien ou un défenseur dans la surface essaie d'aller au ballon, d'aller au duel, de manière correcte, et fait la faute, il n'y aura pas de carton rouge. Donc fini la triple peine. Donc ça, c'est déjà une avancée aussi, je pense, par rapport à... Voilà, il y a plusieurs actes de progression que veulent faire la FIFA. Pour la vidéo, on verra bien. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut aider l'arbitre. Mais comment tu l'appliques? À partir du moment où ce soit tous les gens limité. qui sont pour- Et au niveau des images, Basto, tu sais très bien qu'à notre époque, en 3 secondes, tu peux avoir la bonne image. Ah bon? Dépend de la personne qui donne l'image. Ça, c'est vrai. Tu te souviens de Paris-Lyon avec cette soi-disant balle qui était sortie de Rabiot? Tu t'en souviens ou pas, Ravi? Non, pas trop. J'ai Moi, je me un peu souviens. la mémoire de Drias. Donc, Parce que cette balle, on nous dit qu'elle est sortie avec l'image. Effectivement, si on regarde l'image, on a l'impression qu'elle est sortie, mais si tu regardes avec une notion de perspective, on peut pas être sûr. Et là, il y a aucune image qui nous le montre. c'est l'image que le réalisateur te donne. C'est pas l'image. Il faudrait une autorité de visionnage comme d'ailleurs l'autorité qu'il y a après les matchs. Parce que pour moi, l'arbitre regarde les mêmes images que nous on a au ralenti quand il juge la vidéo. Une autorité, t'as déjà vu une autorité dans le football qui était censée juger et qui n'était pas en permanence remise en cause? Oui, Olivier M. Oui. Et juste une Non, phrase, mais une phrase de Max l'exemple- 10. Vas-y, Olivier. il est très, à mon avis, très symptomatique de la capacité des instances à faire évoluer le mode d'aide à l'arbitrage. Il y a un match extrêmement célèbre, qui est la finale de la Coupe du Monde en Angleterre entre l'Angleterre et l'Allemagne, qui se décide sur un but, qui tape sur la transversale et qui retombe derrière ou devant la ligne de but, malgré toutes les images. Bon, c'était des caméras de film à l'époque, recomposées, retraitées par la vidéo. On est incapable de dire si la balle était rentrée ou pas avec cette technologie. Donc, on voit bien qu'il y a une possibilité de faille. La Godline technologie, qui intervient différemment, propose là une technique apparemment plus fiable pour juger de ça. Donc, je crois il ne faut pas écarter les progrès techniques d'aide à l'arbitrage. L'arbitre est un homme qui est l'homme le plus discuté dans le football au jour d'aujourd'hui. Je vois, moi j'ai vu dans nos ligues, dans nos régions, des tas de jeunes commencer l'arbitrage avec enthousiasme et l'abandonner devant l'acharnement des uns et des autres contre eux. Tout ce qui peut être fait pour aider l'arbitre, pour moi, doit être tenté. Alors, pour le moment, c'est une étude. Peut-être que cette étude va déboucher sur le fait que ça apporte rien, que c'est pas plus fiable que l'arbitrage, qu'il y aura des erreurs de la même façon. Mais s'il y a une possibilité que ça soit un plus, je pense qu'il faut la tenter. Après, comme toujours, dans une nouvelle formule, il faut étudier son champ d'action. Où est-ce qu'il faut l'appliquer? Est-ce qu'il faut l'étendre? Est-ce qu'il faut au contraire la limiter? Il faut laisser le temps à ce que l'expérience permette de relever la copie et de juger de ça. Comme l'a dit Ravi à un moment, à chaque fois qu'on a voulu faire un progrès technologique, il y a eu des levées de boucliers pour les mêmes arguments. Olivier, moi, j'ai connu je fais une énorme distinction entre l'assistance technologique et la vidéo. Pourquoi? la C'est vidéo, pas du tout pareil. l'assistance technique. Un vidéo. truc qui buzz par rapport à le fait que le goal soit rentré comme ça c'est en coupe, que c'était en Coupe du Monde et pas comme c'est en Ligue 1 où c'est En Ligue 1, ça buzz quand la balle est 5 mètres à côté. Et c'est 5 secondes, 6 secondes après, mais comme c'était où ça un buzz automatique ou pareil pour le hors-jeu, j'ai aucun problème. Ça va être la vidéo parce que là, il va falloir regarder comme tu en as en football américain, c'est ça qui est en train de petit à petit de rentrer, et c'est pas seulement la goal line technologie ou le Hawkeye ou etc. Je n'ai rien contre les assistances techniques, j'ai contre la vidéo. C'est pas, je ne les mets pas du tout sur Je peux le rajouter les propos d'une ancestor du foot, Vas-y. Zvonimir Boban, qu'on a tous apprécié, j'imagine. Joueur. Le football est conservateur, parfois même moyenâgeux. Cela ne sera jamais parfait, mais ça va clarifier beaucoup de choses. Il vaut mieux aider l'arbitre que le crucifier. Ah, moi, je vais citer une phrase d'un mec encore plus connu. Je suis d'accord, et je tiens à dire que je suis d'accord avec Sidi. Je vais citer la phrase d'un mec encore plus connu qui s'appelle Max17. Que vous connaissez tous, il m'avait dit un jour, la vidéo n'est pas là pour régler quoi que ce soit, elle est juste là pour libérer l'arbitre des polémiques, c'est juste une énième tentative lâche de mettre des intermédiaires entre les critiqueurs et les critiquables. Si au moins ça servait à ça, ça serait déjà formidable. Pour les arbitres, ça serait déjà formidable. Moi, je préfère 1000 fois parler d'un match pour une aile de pigeon de Neymar que parce que l'arbitre a fait ci, a fait ça. Ah Moi, oui, j'en ai mais ras-le-bol. Là, le problème, c'est qu'on parlera que des interventions vidéo quand ce sera mis en place. Ah non. Ce sera un show à la place du show.
Non, on n'en parle beaucoup moins que des polémiques sur l'arbitrage au jour d'aujourd'hui. Tu vois bien que quand le ralenti est arrivé, on ne montrait que les ralentis et ça a aussi dénaturé le foot. Je pense notamment à la demi-finale de France 98 contre la Croatie où on rate l'égalisation de Thuram parce qu'ils sont déjà en train de repasser le but croate. Ouais. Donc si toutes les avancées sont bonnes, je ne sais pas. Et Seb veut absolument que je parle de la déclat d'Allegri ce week-end qui a dit, vous allez dire ce que vous en pensez, qui a dit que le foot allait devenir un sport de baseball avec la vidéo. Où on mettra 10 minutes à juger des actions qui ne sont absolument pas objectives et il n'y aura plus qu'à manger des cacahuètes au stade et rester 5 heures dans le stade. Je crois que c'est un match où on lui avait refusé un penalty. Bon, donc il y avait une erreur de chaque côté dans ce match. Enfin, la vidéo avait jugé 2 choses de chaque côté. Voilà, donc il a fait la pleureuse de l'entraîneur battu habituel qui me gonfle profondément. Et Buffon, après un but invalidé injustement pour la Juventus, donc là c'était en leur faveur, avait dit même si avec la vidéo on nous refuse sans pénalty en plus, la vidéo est une catastrophe, ça va devenir un sport de water polo. Eux ils sont là pour le juger tous les week-ends. Après retraité, il va être emporté par l'avancée du foot, comme tous ceux qui se sont opposés. Et Modric est un peu retraité, et Isco est un peu retraité. Olivier, non, juste. On peut pas quitter des exemples comme ça isolés. Olivier, les amis, j'aimerais juste dire une chose. J'insiste encore une fois, la déclaration de Boban. Jimmy, juste une chose. La déclaration de Boban, je suis d'accord. Et je ne compare pas les aides technologiques à l'arbitre à la vidéo, ce sont 2 choses différentes. Je n'ai rien contre le fait que le sport évolue. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, le sport change, et donc inévitablement la manière de juger doit être changée. Je n'ai rien contre ça, je ne suis absolument pas anti-progression, je n'ai rien contre ça, je parle juste de la vidéo pour juger des quality jeux qui, à mon avis, est une catastrophe pour le football. Et je fais vraiment la distinction. Et je fais vraiment la distinction entre les deux. Qu'est-ce que tu appelles les aides technologiques en dehors de la vidéo ? Les aides technologiques, pour moi, ce que j'imagine pour l'instant, c'est une goal line qui fonctionne pour savoir si le but est rentré. Et peut-être. En France, ça fonctionne pas, quoi. Elle fonctionne très bien en Allemagne, en Angleterre. Mais bien sûr, mais pas en France, Donc une goal line technologie. Donc c'est une question de compétence, c'est pas de technologie. Une goal line technologie qui fonctionne, j'appelle ça une assistance. Et ensuite de ça, je sais pas, moi j'ai toujours pas compris pourquoi on n'était pas capable, vu qu'on est capable de reconstituer en 3D, pour juger le hors-jeu, par exemple. Voilà, ce genre de truc. Avec une puissance mais à partir du moment où tu as une faute, où il faut regarder, il faut évaluer, il faut regarder sous plusieurs angles avant de rendre un jugement, et que tu envisages de mettre ça, moi je suis plus d'accord. Quand on a 2 ou 3 dans un match, c'est pas quelque chose qui va. Pourtant, on en parlera. Il y en a 2 ou 3 et on en parlera. Le problème, c'est que l'arbitre a toujours raison. Mais maintenant, c'est plus l'arbitre a toujours raison. L'arbitre aidé de la vidéo a toujours raison. J'appelle au calme. On va clore là-dessus. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir, mais vous êtes trop fous. Moi, j'ai du mal à vous récupérer tous en bonne santé, là. Vous vous êtes égratigné le visage. Donc, on close ça sur la vidéo. Merci d'avoir mis le feu. C'était dur de vous contenir, mais je trouve que ça s'est quand même plutôt bien passé. On va faire un petit dernier truc. On va rappeler un peu tous nos joueurs, ce qu'ils ont fait en sélection. Ça vous dit ? J'ai pas trop suivi, mais allez-y. Non, moi non plus, mais c'est juste pour dire que Cavani a fait 0-0, donc il n'a pas marqué. Je sais que l'Uruguay, c'est un peu plein de son inefficacité. Ils sont quasiment qualifiés. Ouais, Neymar est qualifié, mais pareil. Il y a Silva qui s'est blessé. Je crois que ça fait 8 matchs qu'il n'a pas marqué, Cavani, pour l'Uruguay, et Suarez 9, un truc dans le genre. Il y a Di Maria qui a été sorti à la mi-temps. Attends, laisse-moi finir. On va faire par tous les titulaires. Mbappé traite excellent match contre la Bulgarie, c'était magnifique. Œuvre d'art oscarisée. Pas aidé par le jeu de Deschamps. Ouais, non, mais c'était à peu près le meilleur Mbappé. Ça m'a fait un peu penser au match de Montpellier où c'est le seul. Le retour de Matuidi a fait du bien au milieu de terrain français. Magnifique. Rabiot qui a été mauvais sur ce match. Pas aidé par le jeu de Deschamps non plus. Et Rabiot jouait en 6 et il a fait connaître à de multiples reprises qu'il n'était pas fan. C'est surtout le jeu n'était pas posé, on sautait les lignes, c'était des longs ballons, c'est injouable pour un joueur comme ça. Le problème de Rabiot, c'est surtout sa déclaration d'après-match où il ose dire je ne voulais pas me blesser. Là, je n'ai pas entendu ça. Con, ou alors au PSG avant. En attendant, Thiago Silva, lui, s'est blessé. Il est sorti sur civière.
On espère que ça ira. Marquinhos l'a remplacé du coup en sélection. Je sais pas s'il a bien joué ou pas. Alves non plus. Meunier a marqué et passe décisive qui a permis à la Belgique de l'emporter sur la Bosnie. Areola n'a pas joué. Draxler, je sais pas ce qu'il a fait. Il a joué ailier gauche. Non, il était grippé, il a pas joué. Ah bon? Si, il a joué, si, pourtant. Non? Si, il est aligné ailier gauche, Je il me me suis semble. douté, mais il me semble avoir vu qu'il avait joué, Olivier. Le premier match. Ah oui, tu as raison. Et Tu as Di raison. Maria est sorti à la mi-temps, donc après une prestation catastrophique, comme tous ses coéquipiers et comme l'Argentine de Saint-Pauli globalement. Oui, bah, il continue dans sa bonne En lignée. grand danger. Et très bonne prestation de Levin Kurzawa qui s'impose 24-0 à la Chicha du 93. Ça nous fait très plaisir. Et Athème, il va comment? De quoi? Athème? Bah oui, on veut Oui. des nouvelles d'Athème. Ah bah Athème, je l'ai vu hier, petit kebab, on s'est mis bien. C'est algérienne, Bien, cousin, tu connais. Au final, Dean, il a le niveau de Kurosawa, en fait. Dean a fait un bon match. Dean a fait un bon match hier. Moi, il m'a fait kiffer. Kurzawa a quand même plus d'efficacité offensive que Et de Dean. tatouage. Bon, on va clore là-dessus. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était pas facile. Basto. Ouais, ravi. Est-ce que t'as pris du plaisir? Ah oui, c'est bien. C'était bien. Si le plaisir est là, c'est ce qui compte. Olivier, le plaisir? Toujours du plaisir. D'abord et avant tout du plaisir. Basto, le plaisir? J'ai pris du plaisir avec tous mes coéquipiers, comme dirait Ribéry. Et Draias? Ah, moi, zéro plaisir, hein, comme d'habitude. Eh bien, je vous dis au revoir là-dessus. Au revoir à tous. Draias, Basto, Ravi, Olivier, bonsoir. Ravi, on Ciao. s'appelle, on continue. Salut à tous. Ciao.